Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Rencontre aujourd'hui avec le fondateur d'Infomaniac, une PME active dans l'hébergement de sites web. Entre autres, elle passe à la vitesse supérieure grâce à une promesse qui séduit, offrir une vraie alternative locale et éco-responsable aux services proposés par les géants d'Internet. Bonjour Boris Siegenthaler. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission pour parler notamment de la filière de formation en Suisse. Mais déjà, bienvenue sur ce plateau, Boris. Rien n'arrête Infomaniac en ce moment. Une croissance de plus de 20% en 2020, chiffre d'affaires qui atteint 26 millions de francs, 165 collaborateurs. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès ? Comment? Bon, c'est pas un accident, hein, c'était provoqué. Et on sent que les gens nous suivent, nos clients, et puis les Suisses, les Suisses romands voient qu'il y a un besoin d'indépendance par rapport au GAFA. Et donc, c'est chouette de se sentir soutenu, quoi. Donc ça, nous, on a commencé, on a cette menace du GAFA, ça fait des années qu'on la voit venir. Et puis, et là où c'est chouette, c'est que on a réussi à sortir des produits rapidement. Enfin, rapidement, c'est-à-dire que cette stratégie, elle s'est mise en place à partir de 2013 d'augmenter nos effectifs et puis de commencer à proposer des vraies alternatives. Et puis là, on commence à avoir un vrai rythme de croisière. Donc, c'est magnifique. Vous êtes dans la partie depuis un moment, l'hébergement web depuis le début des années 2000. Vous avez pris, vous l'avez dit en 2013, un virage en proposant de nouveaux services, justement, des gîteaux pour vos clients, qui sont des PME ou des particuliers. En termes de fiabilité, au-delà de l'aspect local, est-ce que vous arrivez à rivaliser avec les GAFAM ? Alors, non, on n'arrivera jamais à rivaliser parce que c'est une puissance de développement qui est énorme, hein. Donc, il y a tout le monde qui essaye de suivre ce que propose les GAFAM qui est un puissant monopole qui va pas se gêner de racheter n'importe quelle boîte qui potentiellement peut leur faire du tort ou ou une technologie qui les menacerait et les absorbe directement. Donc c'est une vraie menace et c'est aussi pour ça qu'on organise la société pour qu'elle soit le plus indépendante possible et qu'un jour ça ne puisse pas arriver. On se fait solliciter régulièrement, mais Infomaniac, en fait, c'est une boîte qui va rester indépendante et qui va appartenir à terme uniquement à ses employés et ses clients. Vous auriez pu, depuis de nombreuses années, rentrer en bourse, lever des fonds. Vous ne l'avez pas fait par souci, justement, d'indépendance. Oui, moi, ça fait des années, ça fait depuis 98, en fait, qu'on a eu une première offre. En fait, en 98, on faisait à cette époque uniquement de l'accès Internet. On faisait un tout petit peu d'hébergement, mais c'est là où on a eu la première société américaine qui nous a proposé de nous racheter. Et à l'époque, mon associé de l'époque était prêt à vendre. Et moi, j'ai dit, mais non, on va... Enfin, Infomaniac n'a jamais été fait pour faire de l'argent. Infomaniac a été fait fallait bien que je trouve un boulot. Et puis, idéalement, un boulot qui soit taillé par rapport à ce que je savais faire, à ce qui me plaisait. Et le but d'Infomaniac, c'est de construire. Pour moi, ça fait des années que je dis Infomaniac, c'est mon premier enfant et je vais pas le vendre, quoi. Je vais pas le vendre, mais Infomaniac a aujourd'hui 25 années, 26 ans, et il devient gentiment un enfant qui va prendre son envol tout seul. Donc moi, j'essaye maintenant d'être moins important dans l'entreprise et que je sois qu'un élément de l'entreprise et que cette entreprise, en fait, elle puisse maintenant vivre toute seule et que moi, je l'accompagne comme un parent qui accompagnerait son enfant qui serait devenu adulte adulte, à 26 ans, une entreprise, on peut dire maintenant qu'elle est majeure et qu'elle peut être autonome. Alors, comment s'est passée cette transition ? Puisque 2021, c'est un peu la première année où vous n'êtes plus vraiment CEO. Comment ça se passe ? Lâcher le bébé, c'est pas trop compliqué ? Eh bien, ouais, en fait, ça a commencé avant. C'est-à-dire que c'est officiel depuis décembre 2020 que je suis plus le directeur. Mais en fait, ça a commencé en 2017 où mon directeur des opérations, en fait, je lui ai donné énormément d'autonomie et moi, on va dire que j'avais un employé plus qu'un employé qui était lui.
Donc en fait, je reste derrière, je m'occupe de la stratégie, toutes les décisions importantes, mais j'essaye de, déjà que la Infomaniac soit assez suffisamment puissante et l'entreprise ait les reins suffisamment solides pour que on puisse essayer de prendre des risques, mais des risques, en disant, moi, à un moment donné, je peux pas avoir raison tout le temps sur la stratégie, donc il faut qu'il y ait des inputs et des nouveautés qui viennent de collaborateurs et dire, ok, ben là, on va prendre le risque. Et alors, soit je laisse faire, ou en général, c'est que je vais apporter un peu ma touche pour faire que cette tentative par exemple, nouveau produit, ben, soit réussie, quoi. Avec encore cette envie de mettre son grain de sel parce qu'après 20 ans passés à diriger une entreprise, pas facile de lâcher du jour au lendemain. Non. Oui, puis c'est pas le but, hein. Le but, c'est pas que je lâche du jour au lendemain parce que j'ai pas envie de lâcher du jour au lendemain dans le sens où moi j'ai du plaisir et que tant que j'apporte en fait une valeur ajoutée, en fait, je, je continuerai à être impliqué dans l'entreprise. Ce qu'il faut pas, c'est que le jour où je disparais pour une raison XY, hein, je me suis pété la clavicule il y a quelques semaines au ski, là, ça se voit pas, mais en gros, faut pas que je sois un élément indispensable. Infomaniac, maintenant, on est, je crois, 175 employés aujourd'hui. On va peut-être finir à plus de 200 employés à fin d'année. Il faut que cette boîte, elle continue à vivre si moi je disparais. Donc c'est un processus qui prend un peu de temps parce que on est sur des produits qui sont sensibles, qui doivent être développés rapidement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, dans le rôle enfin, je me suis toujours occupé de la stratégie dans l'entreprise. Donc, on va dire, tant qu'il n'y a pas une équipe qui s'occupe de la stratégie ou qui a cette vision, ça vient gentiment. Et puis, c'est quelque chose qui prend. Là, il y a pas une école enfin, il y a peut-être des écoles de stratégie, mais là, c'est vraiment, nous, on est sur le terrain. Il faut que, voilà, c'est un processus qui prend du temps. Mais le jour où moi, je me sentirai plus indispensable, ça sera aussi un soulagement pour moi, parce que c'est aussi une pression qui repose sur mes épaules d'engager la société sur des projets qui peuvent être sur 20 ans, hein. Je pense au prochain data center qu'on est en train de réaliser, où c'est des investissements qui sont très importants et qui engagent l'entreprise sur 20 ans. Éco-responsable, on aura l'occasion d'en reparler. Déjà, les produits qui s'adressent aux PME, aux particuliers, on pense notamment au Drive que vous développez, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Quelle est la différence réelle pour le client qui est chez vous plutôt que dans une GAFAM? Eh ben, là, typiquement pour ce produit, ben, on peut voir que par rapport à Google Drive ou Dropbox, ben, on a réussi à faire. Ben, ce produit a une année aujourd'hui. On l'a sorti au mois de janvier de l'année passée. Et qu'on a réussi à faire. Alors, c'est un développement qui a pris plusieurs années, hein. On a commencé ce projet il y a 3 ans en arrière. On a, par exemple, sorti le Swiss Transfer, qui est un petit outil qui permet de concurrencer WeTransfer. Qui marche bien d'ailleurs. Qui marche très bien, mais qui a permis, nous, de valider. On avait besoin d'avoir un produit où il y ait beaucoup de monde et pour s'assurer que c'est tout un produit comme le K-Drive, c'est vraiment plusieurs couches de développement, quoi. Ça va du serveur, mais en fait, vous avez plusieurs infras qui tournent jusqu'au... Quand vous voyez l'interface, en fait, derrière, vous avez des centaines de serveurs, et puis vous avez plusieurs technologies qui sont alignées pour faire fonctionner ces outils. Et donc le K-Drive, en fait, on a pu voir qu'on a réussi à sortir quelque chose tardivement, mais qui est pour nous qui est meilleur que Dropbox. Et puis maintenant, on bosse par rapport à Google Drive. Et ben, il y aura des points où on sera meilleur, d'autres où Google Drive aura toujours des avantages technologiques, mais au final, nos clients qui quittent Google Drive pour venir chez nous, dans l'ensemble, ils sont plutôt super satisfaits. Puis ils voient surtout que ça bouge, quoi, qu'il y a beaucoup de nouveautés. Presque tous les mois, en fait, on a des nouveautés à annoncer sur le K-Drive. Au-delà de l'utilisation et des différences structurelles, les données notamment sont stockées intégralement en Suisse. Quelle est la différence entre une donnée stockée en Suisse et une donnée stockée ailleurs en Europe ou aux États-Unis pour le client? Qu'est-ce que ça implique? Alors, bon, déjà, c'est plus qu'une donnée parce que, par exemple, pour le K-Drive, c'est plusieurs dizaines de personnes qui travaillent à Infomaniac. Donc, c'est aussi un savoir-faire qui reste en Suisse. C'est une souveraineté donc au niveau des données, mais des data. C'est-à-dire qu'on peut garantir en fait aux entreprises que leurs données vont pas être pour une raison XY se retrouver aux États-Unis ou vont se retrouver sur le Cloud Act, qui est une loi qui permet pour n'importe quelle entreprise, même si ces données même si Google a un jour des data centers avec des données pour les clients en Suisse, et ben
que le gouvernement américain ne puisse pas prendre des décisions qui feraient qu'il puisse consulter ces données. Donc il y a vraiment une sécurité au niveau des données. Mais pour moi, il n'y a pas que les données. C'est vraiment, on n'est pas beaucoup d'acteurs à développer ce type de produit, même très peu. J'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus. Pour aujourd'hui, il y a le GAFA, il y a le K-Drive, mais si vous cherchez des produits complets comme ce type de produit, mais en fait, on est quelques-uns sur la planète. Donc c'est déjà triste de voir. Moi, je prône la biodiversité, mais pas que pour la nature, aussi pour le numérique. Donc oui, donc non, ça veut dire que on garantit les données, enfin la sécurité des données, qu'elles soient stockées en Suisse, que tout le développement et on n'utilise pas beaucoup de sociétés suisses vont proposer des outils, mais des outils qui sont souvent des logiciels qui sont pas développés en Suisse, qui sont des logiciels américains. Donc pour nous, c'est important qu'on garde un savoir-faire parce que derrière aussi, c'est aussi de l'emploi. C'est pas juste quand vous consommez sur un produit Infomaniac, c'est pas juste la sécurité des données, c'est évidemment notre leitmotiv. C'est un petit peu enfin c'est pas un petit peu, c'est la base de tout ce qu'on développe en disant nous on garantit que les données sont en Suisse, mais c'est aussi, on garantit aussi de l'emploi. C'est-à-dire que quand vous consommez local, et ben vous faites marcher aussi de l'emploi local et c'est pas normal qu'on utilise des produits qui font travailler des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Il faut qu'on arrive à développer ou à consommer des produits qui créent de l'emploi, quoi. En disant qu'on vous investissez 1 franc dans Infomaniac, c'est plus de la moitié de nos dépenses, c'est dans les salaires. Boris Siegenthaler, l'aventure Infomaniac démarre en 1994, un départ qui comporte quand même un certain nombre de similitudes avec certaines grandes firmes de la Silicon Valley, sauf que vous étiez à Genève, dans un club informatique. Ça, c'était même avant Internet. Oui, exact. C'est-à-dire quoi? En fait, eh bien, j'avais un club informatique où on était, enfin, pour y adhérer, il faut les développer. Et donc, j'ai commencé dans ma chambre. Ensuite, mes parents, ils avaient un cabanon. Alors, ça fait un peu comme toutes ces GAFA où ils ont tous démarré dans un garage. Bon, moi, c'était dans un cabanon au bout du jardin où je pouvais mettre mes serveurs. Aussi, il faisait un peu chaud dans ma chambre avec les serveurs. À l'époque, ils chauffaient beaucoup plus que maintenant. Donc, c'était aussi pour des raisons pratiques et de bruit. Et avant Internet, en fait, il y avait les BBS. Donc, c'était un système où on se connectait avec des modems. Et on arrivait à être connecté. Ben là, par exemple, à la maison, j'arrivais à avoir 4 personnes simultanément. Mais c'était vraiment le tout début Enfin, on va dire, Internet était limité pour les universités dans les années 90. Oui, on était d'ailleurs les premiers. Ça veut dire qu'il y avait le CERN qui avait Internet, il y avait l'Université de Genève, et puis on était les 3e et les premiers, on va dire, en guillemets, privés qui avaient accès à Internet à Genève. Vous en avez fait profiter vos clients, puisqu'alors vous aviez le club d'informatique, vous aviez une boutique où vous vendiez des ordinateurs et vous avez proposé gratuitement des connexions Internet à vos clients. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, donc avec ce club informatique, gentiment, moi j'ai pas fait beaucoup d'études, hein. J'ai toujours été mauvais à l'école et j'ai toujours pris ça comme une punition. Mais par contre, j'avais cette passion de développer Scopes et de développer tout court. Et en fait, il y a des copains du club qui commençaient le Poly à Lausanne et puis ils m'ont dit, mais faut que tu viennes voir un truc qui est incroyable. Et donc, c'était Internet. Et à l'époque, il y avait la guerre, c'était en 94, en août 94, il y avait la guerre à Sarajevo. Et on pouvait causer avec l'université de Sarajevo, où il y avait un blocus total qui était fait sur le pays. Les journalistes n'arrivaient pas à avoir de nouvelles. Puis nous, on arrivait à causer avec Internet aux étudiants dans l'université, en se disant, mais Internet, il y a un truc qui nous dépasse et qui est vraiment puissant. Et on trouvait ça tellement bien que dès qu'on a eu l'accès Internet au magasin, en fait, on l'a proposé gratuitement aux clients parce que pour nous, c'était pas... Enfin, on n'imaginait pas facturer ce service qui était incroyable, mais il fallait que tout le monde le découvre. Donc, il suffisait d'acheter un ordinateur avec un modem et puis on offrait l'accès Internet. Et très vite, on s'est rendu compte que ça nous coûtait beaucoup d'argent d'offrir ce service. Et après, j'ai pu trouver un associé qui a mis ce qu'il fallait, hein, qui a mis 50 000 francs et qui nous a aidé à
à rendre le produit pro. Et puis là, on l'a vendu à un petit prix, mais c'est-à-dire à l'époque, c'était les gens pour se connecter à Internet. Donc en janvier 95, ils payaient 150 francs par mois. Puis nous, on proposait de se connecter à Internet à 69 francs par année. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment pour que ça paye le matériel et puis qu'un maximum de monde puisse découvrir Internet, quoi. Après, ça s'est développé très très vite. Déjà au départ, donc vous étiez moins cher que la concurrence, bon, qui n'existait pas vraiment, mais moins cher que les autres. C'est toujours le cas maintenant, en 2021, Ouais, chez Infomaniac. c'est toujours le cas. C'est-à-dire, par exemple, le Kia Drive, on a beaucoup de gens qui sont surpris du prix, en fait, qui voient le prix soit du GAFA, soit de boîtes comme Dropbox, en disant mais comment ça se fait qu'Infomaniac est aussi agressif au niveau prix, mais enfin. Infomaniac, c'est pas une machine, enfin, c'est une société où moi, mes prix, on les calcule pour faire un prix qui est juste et qui paye le développement, quoi. On va pas, c'est pas dans le but de faire une opération où Infomaniac va être vendu X fois plus cher et de proposer le prix qui est le prix qui fait que le client va pas nous coûter. On veut proposer des prix qui sont cool, quoi. Depuis toujours, hein. C'est ça aussi ce qui fait que quand je regarde un peu le parcours d'Infomaniac, on a commencé avec un magasin informatique, hein, où très vite, la deuxième année, on faisait déjà 12 millions de chiffres d'affaires juste en vendant du matériel informatique. On montait des ordinateurs qu'on customisait, qu'on overclockait, qu'on essayait de proposer aux clients des ordi au meilleur prix. Et le prix était calculé pour que ça nous paye les bureaux. Moi, mon premier salaire, je l'ai eu. On a ouvert Infomaniac en 94 et mon premier salaire, j'ai dû l'avoir en 2000 ou 2001, quoi. Donc, à un moment donné, j'étais entretenu par d'aujourd'hui et j'ai pas vraiment besoin de salaire. Enfin voilà, tout ça pour dire que Infomaniac, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de faire des trucs cool et puis qu'on ait de quoi payer les emplois et aujourd'hui de quoi montrer aux banques notre capacité à rembourser nos emprunts futurs. Vous parliez tout à l'heure des serveurs dans la maison de jardin de vos parents. Votre tout premier contact avec l'informatique, ça s'est passé comment? Ah, ça s'est passé tardivement parce qu'à l'époque, les ordinateurs coûtaient très cher, hein, là, donc ça remonte un peu avant les années 1990. Et mes parents étaient cool dans le sens où bon, j'étais nul à l'école, mais ils me payaient les bouquins que je voulais, mais pas l'ordinateur. Donc j'ai dû trouver un boulot l'été qui me paye mon premier ordinateur. Et donc je l'ai eu tardivement. Donc j'avais vraiment la niaque ensuite pour passer du temps dessus. Puis c'était déjà quelque chose qui me passionnait. Je me suis toujours intéressé un peu à l'électronique à l'époque. Où là, par exemple, quand j'ai commencé la programmation, c'était de l'assembleur. C'était vraiment je voulais comprendre comment marchait un ordinateur et quoi. Donc ouais, ça s'est passé comment? Une histoire d'amour. La première histoire d'amour c'était avec l'informatique, ouais. Un environnement assez atypique de travail, hein, dans les bureaux d'Infomaniac, un petit peu comme vous. Finalement, vous ne vouliez pas être employé. Donc vous avez créé votre propre structure, un peu à votre image, mais vous êtes employeur aujourd'hui. Quel regard vous avez justement sur les emplois que vous créez? Vous voulez pas que les gens Ouais, s'ennuient? c'est une bonne question. Ouais. Alors, ouais, effectivement, en fait, les bureaux, je les ai faits en fait comme moi, j'imaginerais c'est comme si c'était chez moi. Alors ça, c'est pas chez moi, hein, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour tous mes collègues qui sont bien plus brillants que moi dans leur domaine. Et donc l'idée, c'était de faire des bureaux où les gens aient plus de plaisir à bosser au bureau qu'à la maison. On n'était pas encore, il y a le Covid, il n'y a pas encore le Covid quand, euh, voilà, j'imagine même. Mais pour moi, c'était, voilà, je voulais pas des bureaux comme on trouve partout ailleurs. Je voulais des trucs atypiques pour que les gens aient du plaisir à venir bosser au boulot. En tout cas, moi, j'ai du plaisir. Et puis après, j'essaye des choses, quoi. J'ai conçu, on voit ce qui marche. Il y a aussi voilà, dans nos bureaux, on a des thèmes. Et puis il y a des thèmes qui ont été proposés par des collègues, quoi, en disant, ok, on a, je sais pas, un thème. Disco, camping, enfin il y a un peu de tout, quoi. Et le but c'est que les gens qui se lassent d'une déco, mais ils peuvent changer de déco en bougeant d'endroit, quoi. Un cadre de travail qui rappelle les bureaux de certains géants américains. C'est Non, calculé non, ou je suis pas pas? d'accord. En fait, non, parce que les géants américains, en fait, où les gens travaillent vraiment, en fait, c'est des usines. Et après, ils ont les salles de pause qui sont cool. Avec nous, c'est les endroits qui sont cool, c'est où les gens travaillent vraiment. C'est-à-dire que Google va faire des salles de pause sympas, vont faire des cantines, des cafés super sympas, mais les endroits où il y a les bureaux, en fait, c'est plutôt sinistre. Donc nous, non, on fait les endroits qui sont cool, c'est où on travaille, c'est pas où on se repose.
On va dire la grosse différence. Par exemple, enfin, j'ai eu l'occasion de visiter les bureaux de Google à Zurich. On m'en a parlé. Voilà, j'ai même pas envie d'aller voir en disant non, l'idée c'est pas de. Enfin, il y a vraiment zéro inspiration, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais je me suis jamais posé la question sur les décos de Google. Puis après, comme on en parle, du coup, après j'ai un peu creusé pour aller voir ce qu'ils ont fait en disant mais est-ce qu'ils ont fait des trucs cool. Non, alors les endroits où ils mettent les gens qui développent, non, ça ressemble à des dortoirs limite ou de l'élevage intensif. Mais effectivement, les salles de pause et les cafés sont cool. Vous voulez rester à taille humaine, hein, Infomaniac, c'est quand même l'objectif, mais pourtant, dans votre développement, ça rappelle quand même les grandes entreprises de la Silicon Valley. Vous êtes né en Suisse, mais si vous étiez né en Californie, est-ce que vous auriez fait une grande entreprise aujourd'hui de la taille de Google? Est-ce que la limite n'est pas finalement la taille du pays et la Suisse? Eh bien, moi, mon objectif, en fait, c'est d'arriver à une taille critique qui fait qu'on aille une indépendance. C'est-à-dire que si on reste une petite boîte, hein, il y a beaucoup à l'époque, hein, quand on a commencé en 2000 à faire de l'hébergement, à se spécialiser dans l'hébergement, il y avait 200 hébergeurs en Suisse romande. Il y avait énormément d'hébergeurs, ils ont tous fermé un par un. Il y a encore 2 hébergeurs parce qu'il n'y en a plus que indépendants, et il doit en rester 2 en Suisse romande et les autres sont fait racheter, même s'ils ont gardé le nom pour le moment, ils sont fait racheter par d'autres groupes. Et il faut avoir cette taille critique pour garder cette indépendance. Donc aujourd'hui, en fait, Infomaniac, le but, c'est pas qu'on devienne 3000 employés ou 30 000 employés. Le but, c'est qu'on ait cette taille critique et ensuite que nos produits, en fait, on puisse soit on les rend open source, soit on trouve des licences qui fait qu'il y a un intérêt, par exemple, pour qu'une boîte en Espagne puisse proposer la même chose. On dit on va leur proposer leur logiciel, mais on va faire payer quelque chose qui sera le minimum pour qu'on puisse améliorer le développement ou utiliser ou de simplement le rendre en libre accès sous certaines conditions. C'est-à-dire que c'est pas dans le but que ça soit d'autres monstres qui se créent, mais dans le but que ça crée une jolie boîte en Italie ou en Espagne qui puisse nous concurrencer sur leur territoire. Nous, on veut pas être les maîtres du monde. Aujourd'hui, en fait, on se dit, mais en fait, des boîtes comme Infomaniac, en fait, elles existent quasiment pas en Europe. Donc là, par exemple, dernièrement, on a ouvert le mail gratuit pour l'Europe, là où ça marche super bien, mais parce que pour le moment, il n'y a pas d'alternative qui propose, enfin, qui va aussi loin. C'est-à-dire que c'est du mail, plus du drive, plus cet écosystème. Mais à terme, il faut que notre techno, en fait, elle puisse être partagée, elle puisse devenir open source. Bon, aujourd'hui, on a besoin de le vendre, on a besoin d'engager du monde, mais voilà, dans les statuts futurs d'Infomaniac, c'est sûr qu'il y aura des indications justement pour que Infomaniac, le jour donc où moi je suis plus l'actionnaire majoritaire, Infomaniac deviendra une biocop de l'informatique et elle sera limitée en taille, quoi. On devrait trouver des accords ou de faire qu'elle soit déjà splittée. Pour moi, Google, enfin il y a 10 ans en arrière, je disais que Google devrait être coupé en 5 ou en 4 et aujourd'hui Google doit être découpé en 50 boîtes. Minimum. Donc, faut pas qu'Infomaniac, enfin, le but d'Infomaniac, c'est pas que, voilà, c'est qu'on prévoit aussi ça comme scénario en disant, il faudrait qu'on se détache de certaines technos ou certains produits qu'on a fait parce que le but, c'est pas qu'on devienne un monstre et où là, je serais plus fier du tout de cette boîte. Donc, je veux aussi organiser ça le jour de mon départ. Je suis pas immortel. Il faut qu'Infomaniac reste une belle boîte, quoi. Avec un actionnariat des collaborateurs par la suite, hein, ça c'est prévu. Autre spécificité aussi, pas forcément de vendeurs, une équipe de développeurs uniquement chez vous, hein, c'est le bouche à oreille qui vend les produits. Oui, c'est le bouche-oreille, oui, bien sûr. Alors, oui, c'est beaucoup le bouche-oreille. C'est-à-dire que la pub, c'est peut-être... En fait, la pub nous sert pour se développer sur on va dire, des territoires où on n'est pas connu du tout. Puis ensuite, c'est le bouche-oreille qui fait son travail, quoi. C'est-à-dire qu'on fait de la pub... surtout dans des zones où on n'est pas connu du tout. Là, je pense à Suisse Alamanique en particulier, parce qu'à Suisse Alamanique, ils nous connaissent pas encore, hein. C'est là où on a le plus de croissance. On a encore, il y a pas mal de boîtes en Suisse alémanique, mais tous ces hébergeurs qui sont présents en Suisse alémanique, ils vendent du produit américain qui est hébergé en Suisse. Les Suisses allemands ne savent pas encore qu'il y a des boîtes qui créent tout de A à Z. On crée nos propres data centers, on développe nos propres produits et on a un bureau à Winterthur et
et j'espère que j'ai répondu à ta question. On peut aussi parler au niveau si tu veux bien, au niveau de Infomaniac. En fait, l'avenir d'Infomaniac, moi, ce que je souhaite, c'est que donc aujourd'hui, il y a une quinzaine de collaborateurs qui sont actionnaires d'Infomaniac, dont moi. Et j'aimerais que d'ici 3 ans, en fait, on a un peu plus de 300 000 clients, et j'aimerais que les clients puissent devenir actionnaires aussi et puissent décider aussi du sort de l'entreprise. Et que moi, gentiment, en fait, je perds de ma majorité. Aujourd'hui, j'ai juste 51% parce que pour moi, aujourd'hui, c'est encore important que j'ai la majorité sur les décisions importantes de la boîte. Mais dans ma tête, en fait, j'organise pour que tout soit prêt pour dire, ben là, il faut plus que ça soit moi le dictateur d'Infomaniac avec cette majorité de 51%, mais il faut que ça soit, alors peut-être d'abord que les employés, mais peut-être qu'il faudra intégrer les clients on va faire des tests pour que les décisions importantes, que les gens puissent voter vraiment, c'est-à-dire que ça devienne une coopérative un peu comme la Coop ou la Migros ou la Raiffeisen, mais où les gens peuvent vraiment voter, c'est-à-dire que ils auront un système où en ligne ils vont pouvoir décider quand il y aura des assemblées générales, et ben ils pourront cliquer pour dire ok, je vote pour tel point. Ils pourront présenter aussi l'ordre du jour du conseil d'administration. Aux assemblées générales, ils pourront proposer par exemple 10 points, soumettre 10 points, et on sera obligé de voter que les clients vont proposer. Les clients entre eux pourront mettre des pouces pour dire, comme il n'y a que 10 points, ça sera où il y aura la majorité des clients qui auront voté pour les points entre eux qui doit être décidé. Et le but, c'est vraiment de faire quelque chose d'interactif où les gens, contrairement à la COP ou la Migros, on se dit ok, on est peut-être coopérateur, mais on n'a pas l'impression de décider grand-chose. Ben là, si les clients vont pouvoir vraiment pouvoir voter comme on pourrait voter pour des élections. Donc c'est un projet où ça fait partie de mes activités actuellement, mais qui va être. J'aimerais moi que ça soit Infomaniac devienne le Biocop de l'informatique. Boris Siegenthaler, donc Infomaniac multiplie ses partenariats avec les formations plutôt locales, donc suisses. Donc on peut parler donc de Créa sur Genève, et maintenant vous signez un nouveau partenariat avec l'école 42. Donc est-ce que c'est un choix raisonné pour votre entreprise, ou est-ce qu'on peut plutôt imaginer que c'est vraiment un choix à taille nationale, et donc plutôt un choix pour la Suisse que vous allez appuyer ces formations? Eh bien. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, non. Depuis très longtemps, en fait, on a de la peine à recruter, et on recrute uniquement en mettant des annonces en Suisse en Suisse romande qu'on cherche des emplois. Là, on cherche aujourd'hui une quinzaine de personnes, par exemple. Donc, vous pouvez les retrouver je vais pas leur faire de la pub, mais, sur le portail d'emploi de Suisse romande. Et le problème, c'est qu'on trouve, on a de la peine à trouver. On a de peine à trouver, on a peine à recruter, puis on a peine à recruter aussi des jeunes. Et on n'arrive pas à bosser avec les universités ou les HES qui sont pas assez dynamiques. En fait, on est sur des technos qui évoluent très vite. Et je profite de l'antenne pour dire que c'est pas normal que le service public et les écoles n'auront pas le niveau suffisant pour en tout cas la formation de développeurs. Et donc, on est obligé pour éviter en fait d'engager des gens qui viennent de plus loin que la Suisse romande, on fait des deals avec des écoles privées. Alors, moi, je suis pro service public, et je suis pas super fier de ça, mais on n'a pas le choix vu que ça n'évolue pas de ce côté-là. Et il faut qu'on bosse avec l'école Créa qui est, à part ça, qui sont des belles écoles, mais je trouve dommage qu'on n'arrive pas plus bosser avec les universités et le service public. Mais donc, on travaille avec aussi l'école 42, donc ça, c'est nouveau, qui est aussi un système qui me plaît beaucoup, parce que moi, voilà, j'ai toujours été nul à l'école, et j'ai de la peine avec ça, en disant l'école 42, c'est un système qui est simple, qui est bien, mais qui est un peu élitique, dans le sens où ce système est en fait, que c'est les gens, enfin les jeunes qui sont autodidactes, qui aiment l'informatique, qui vont en fait passer un concours, donc ils n'ont pas besoin, ils peuvent être nuls à l'école, mais c'est ce concours qui vont les sélectionner. Donc en disant, il faudra pas qu'il y ait que des écoles comme ça qui va aller chercher en fait les futurs petits génies qui sont
sont très autodidactes parce que pour moi, il faut aussi que n'importe quel enfant qui s'intéresse à l'informatique aille de bonnes écoles. Donc l'école 42, c'est une école qui est cool, avec un système moi, qui me plaît beaucoup et qui aurait permis, typiquement moi, à l'époque, qui a loupé l'école d'ingénieur. Enfin, j'ai essayé plusieurs trucs, mais ouais, je passais... voilà. Bref. Donc l'école 42, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc c'est cool qu'elle existe. On est super content de bosser avec eux et on compte beaucoup sur eux. L'école Créa, c'est un autre système, mais c'est une école payante où voilà, il faut avoir des parents qui sont prêts à payer les cours. Donc c'est quelque chose pour moi qui est moins juste. Mais là, on est très content qu'il y ait des choses qui se passent et qu'il y ait des futurs jeunes qui vont pouvoir être bien formés pour bosser, j'espère, un jour Infomaniac. Ok, on vous remercie pour le partage de cette information et de votre vision. Merci. La tradition, pour conclure, vous êtes venu avec un Grégory, Boris Siegenthaler, un pistolet Nerf, un objet qui vous inspire, donc vous l'avez pris du bureau. Eh bien, voilà, quand tu m'as contacté pour me dire est-ce que tu as un gris quelque chose, j'ai levé la tête parce que moi je suis pas très gris. Hein, faut bien que c'est pas, enfin voilà, c'est pas un accident, tout est provoqué et on essaye de. Mais le premier truc que j'ai vu, c'était le fin qui était posé dans la salle de conf où j'étais. Voilà. Moi, j'ai une sulfateuse qui est beaucoup plus grosse, donc j'ai pris ce pistolet parce qu'il rentrait dans mon sac. Mais c'est vrai que voilà, il y a quasiment toute la boîte qui a un nerf et donc je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance d'Infomaniac parce qu'il y a beaucoup de batailles de nerfs. Donc on travaille sérieusement, mais on se prend pas trop au sérieux. Hein. C'est là le message. Ouais, j'espère que je suis le plus sérieux de la boîte. Parce que non, il y a des gens sérieux, mais c'est vrai que moi, il y a quand même une pression, on est quand même à fond sur des super projets, mais non, c'est une boîte cool. On vous souhaite plein de succès pour la suite de votre développement. Et merci Boris Siegenthaler d'avoir été notre invité. Merci Vincent. Je vous rappelle, vous êtes le fondateur d'Infomaniac. Et on se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.